Et aujourd'hui, nous, on a cette volonté de ramener la recherche au cœur de la société et de vous permettre de vous emparer aussi de ces sujets et de comprendre que c'est des choses qui nous concernent toutes et tous. Donc c'est ces conférences et c'est aussi beaucoup des programmes de sciences participatives. J'en reparlerai à la fin, mais on fait beaucoup de travaux sur le terrain où on vous invite à aller observer le vivant parce qu'on est assez persuadé que la transmission, elle passe par l'observation avant tout. Et voilà, c'est quelque chose qui nous motive beaucoup de s'émerveiller du vivant, d'aller à son contact et on a vraiment envie de transmettre ça. Et puis enfin, on a toute une mission qui est d'accompagner donc les territoires de montagne pour qu'il y ait une meilleure prise en compte de la biodiversité. Ça se manifeste aussi par différentes choses. On est pas mal en communication avec tout ce qui va être mairie, communauté de communes, etc. Donc on est en lien avec eux, on leur fait part de nos travaux, on a des réunions avec eux, on fait des formations, etc. On a aussi pas mal de projets qui vont être du tourisme scientifique. Donc voilà, on essaie un petit peu d'infuser comme ça la société avec ce qu'on a appris. Et puis c'est quelque chose qui se veut dans les deux sens. On n'a pas forcément quelque chose de très descendant. On a une expertise à apporter, mais on essaie aussi de co-construire un petit peu les recherches qu'on fait. On vient sonder en fait les territoires pour savoir quels sont les besoins des acteurs et des actrices. Et je pense que tu en parleras aussi très bien. Mais voilà, il y a vraiment cette volonté de faire avec le territoire et de faire de la recherche ensemble. Parce que voilà, c'est quelque chose, c'est pour moi et pour nous un outil démocratique en fait, la recherche. C'est quelque chose qui doit nous porter collectivement et nous permettre d'avancer. Et donc on a un petit peu 4 piliers voilà, qui un petit peu fondent tout ce qu'on fait. C'est donc la démarche scientifique, ça reste au cœur de toutes nos activités. On a envie vraiment d'être objectif et de faire les choses de manière rigoureuse. On a évidemment l'émerveillement, hein, encore une fois, je vous le redis, on travaille sur des thématiques qui peuvent être lourdes, mais avant tout, la biodiversité, c'est quelque chose qui est fabuleux et j'invite vraiment tout le monde à, encore une fois, aller au contact de la nature et voilà, vous émerveiller de la beauté de ce vivant qui nous entoure. Et notamment ici en montagne, on a vraiment une chance assez extraordinaire. Et puis voilà, collaboration et engagement, c'est ces 2 piliers aussi, comme je vous disais, de faire tout ensemble et de construire ça avec des liens humains, voilà, qui sont des choses auxquelles on tient beaucoup. Donc pour nos cycles de conférences, donc on appelle ça conférence science sandwich historiquement. En fait, c'est des conférences qu'on tient depuis, on disait tout à l'heure, on ne sait plus exactement, mais facilement une dizaine d'années, voire plus. Donc c'est des conférences qui ont lieu une fois tous les 2 mois. On fait ça beaucoup chez nous à Chamonix, mais aujourd'hui, voilà, on est très contents et contentes de nous exporter un petit peu au-delà de nos terres, si je puis dire. Et on remercie par ailleurs le Décathlon qui nous met à disposition la salle pour permettre cet événement aujourd'hui. Et donc l'idée, voilà, c'est de partager des moments conviviaux, inspirants, voilà, autour de thématiques variées qui sont en lien avec ce qu'on fait au CREA. Mais aussi, on essaie de rapporter en fait, des gens du monde de la recherche, de les connecter encore une fois à la société et on ne se cantonne pas que à nos travaux à nous, c'est aussi cet objectif d'ouverture et de se porter un peu comme relais de la parole scientifique. Et donc notre agenda là-dessus est à suivre au fil de l'eau sur nos réseaux sociaux. Voilà, on est sur Instagram, Facebook, LinkedIn principalement, donc n'hésitez pas à nous suivre. Et donc aujourd'hui, on reçoit Déborah, ici présente. Donc Déborah, elle est docteure en géographie au laboratoire PACT, donc à l'université Grenoble-Alpes. Elle a un master en géographie avec une mention gestion de l'environnement. Elle a fait donc ensuite sa thèse à l'université de Montpellier, où elle a travaillé donc sur les relations à la faune sauvage à travers différents cas d'études. Et dans cette poursuite de connexion à la faune sauvage, aujourd'hui, elle est en post-doctorat sur un projet qui s'appelle Coexiste, où là, elle arpente, comme elle me disait, le Vercors aux côtés de bergers, de gestionnaires d'espaces protégés, de naturalistes amateurs, de chasseurs, pour comprendre leur rapport avec les loups. Donc ça, c'est son sujet actuel, mais aujourd'hui, elle va essayer de faire un petit peu un panorama de tout ce que cette expérience, un petit peu depuis ton master, en fait, voilà, lui a apporté sur tous ces sujets-là. Et donc, je te laisse la parole et je me tais. Merci Maëlys. Tout le monde m'entend assez bien, sinon vous me faites signe au fur et à mesure
de la présentation. Merci beaucoup au CREA pour l'invitation. C'est toujours une très bonne opportunité que de pouvoir échanger sur son travail et le présenter à différents publics. Donc je suis ravie d'être là aujourd'hui. On va commencer. Alors, ça va vous décentrer un petit peu par rapport au cadre montagnard, puisque jusqu'à présent, je travaillais plutôt dans des espaces de zones humides, de garrigues, des grandes... Donc la plupart des exemples que j'ai pris aujourd'hui sont tirés de ces travaux-là dans d'autres espaces. Et voilà, j'ai essayé de vous faire une présentation un petit peu assez large, basée sur quelques exemples de aussi comment on travaille quand on est géographe sur ces questions de coexistence avec la faune sauvage. Et puis voilà, il y aura de toute façon un petit temps de discussion après où on pourra aller plus loin sur certains aspects évidemment. Et du coup, on commence pas encore ni dans les rivières ni dans les alpages, mais dans les rizières de Camargue. Là, vous avez à l'écran des grues cendrées, donc c'est des oiseaux migrateurs qui sont en train de s'alimenter dans des chaumes de riz. On les trouve encore assez régulièrement aujourd'hui, donc quand elles sont présentes entre octobre et mars en Camargue. Mais et voilà, c'est une situation qui ne pose pas de problème aux agriculteurs et aux agricultrices, mais il arrive aussi que les grues cendrées aillent s'alimenter dans d'autres espaces. Notamment, elles aiment bien aussi aller dans les semis de blé d'hiver ou dans le colza qui est semé en interculture après le riz. Et là, pour le coup, ça pose plus de difficultés parce qu'il y a de la consommation, de l'arrachage des plants, du piétinement. Donc ce que les riziculteurs essayent d'éviter, alors soit en faisant des tournées à pied, en voiture dans leurs parcelles, soit en effarouchant les animaux avec des canons à gaz. Et alors là, c'est les voisins qui ne sont pas forcément très contents. Et donc on se retrouve autour de cette espèce qui au départ est une espèce très emblématique, très appréciée des ornithologues parce qu'elle est vraiment très grande. Il y a des cris, si vous avez eu l'occasion de les entendre, qui sont très particuliers aussi, des trompettements, des gros vols. Donc c'est voilà, une espèce très emblématique, mais qui localement en Camargue depuis quelques années pose aussi problème. Et donc il y a plusieurs mesures qui sont mises en place pour essayer de limiter les dégâts. Et donc voilà, de ce caractère très emblématique, c'est devenu ce qu'on appelle en géographie, en sociologie, une espèce à problème, qui sont un des angles sur lesquels je travaille et sur lesquels on travaille dans les sciences humaines et sociales en particulier. Alors peut-être que le rapprochement entre géographie et faune, enfin faune sauvage mais animaux de manière plus générale vous semble un peu éloigné, parce que souvent on a l'image des géographes qui tracent des cartes et qui mettent des points dans l'espace, mais en fait c'est une discipline qui s'intéresse depuis très longtemps aux animaux. Historiquement, plutôt au 19e, c'était assez proche on s'intéressait beaucoup à représenter la distribution des animaux et à la documenter. Donc c'est ce que se faisait notamment ce qu'on appelait les zoogéographes. C'est un peu ce qui a des continuités aujourd'hui avec la biogéographie ou certains pans de l'écologie. On s'est beaucoup intéressé aussi aux animaux, en particulier domestiques, parce que c'était une manière de documenter les activités, notamment du monde rural. Et donc voilà, il y a eu tout un pan de la géographie qui s'est intéressé à ça, et notamment aux activités d'élevage et à la place des animaux dans ce qu'on appelait les genres de vie au XIXe siècle. Puis ensuite, il y a eu un grand trou, on ne s'est plus trop intéressé aux animaux, et c'est revenu dans les années 80-90, où là, les géographes se sont beaucoup intéressés aux représentations que les humaines ont des animaux, qui peuvent être très variables en fait, d'un groupe à un autre. Donc là, je cherchais désespérément une photo pour illustrer, et finalement, j'ai repris cette photo de mes vacances, il n'y a pas très longtemps. Vous voyez, donc c'est des sangliers qui sont, enfin une laie et son petit marcassin qui sont venus, c'est à Tanger, qui sont venus s'alimenter sur des restes. On ne sait pas trop si c'était mis à disposition pour eux ou pas. Et du coup, c'était rigolo parce qu'il y avait un certain nombre de personnes qui étaient plutôt surprises, effrayées par ces sangliers. Et puis d'autres, comme la dame et son petit garçon, qui étaient hyper curieux, qui les prenaient en photo. Et voilà, ces différentes représentations qu'on peut avoir à l'égard de la faune sauvage, c'est aussi quelque chose sur lequel on travaille en géographie et qui peut ensuite accompagner des politiques d'aménagement, de gestion de la présence de ces espèces. Et puis, on regarde aussi beaucoup la manière dont en fait, la présence des animaux va influencer le rapport qu'on a aux autres humains, je détaillerai un petit peu après, et au territoire. Et du coup, moi, je me situe plutôt dans ces deux derniers exemples que je vous ai donnés, et en particulier en travaillant sur le cas d'espèces à problème. Donc, je vous ai donné un premier exemple avec les grues. Il y a un exemple qui est un peu plus connu et sur lequel j'ai pas mal travaillé du coup en thèse, qui était celui des sangliers.
Alors vous savez peut-être qu'aujourd'hui on a une tendance à l'augmentation des effectifs de sangliers, voilà, on observe de plus en plus de traces, on en voit de plus en plus dans les médias. Il est souvent question des sangliers qu'on peut observer en ville par exemple, ce qui était moins courant à une époque, et puis surtout ça se lie à l'évolution des tableaux de chasse. Cette augmentation, elle est concomitante à une anthropisation des milieux, donc une augmentation des surfaces agricoles, l'urbanisation, et puis c'est aussi en partie lié à cette anthropisation des milieux. Et donc il y a une jonction qui fait qu'il y a aussi une augmentation des dégâts. Ça va revenir tranquillement. Et évidemment, pour pallier ces dégâts, il y a tout un tas de mesures qui sont mises en place, principalement des outils de dissuasion, de prévention des dégâts dans les cultures. Donc ça va être la pose de clôture, des répulsifs odorants. En Camargue, on a aussi expérimenté, il a aussi été expérimenté des ultrasons, par exemple. Donc il y a tout un tas de choses qui sont faites pour essayer de protéger les cultures des incursions de sangliers. Et puis, il y a l'autre pan qui est d'agir directement sur les populations de sangliers en les régulant, en essayant de réguler les effectifs par la chasse ou la destruction administrative. Ça, c'est ce que font les lieutenants de louveterie, qui est organisé par les services de l'État. Et puis, il y a aussi évidemment l'indemnisation des dégâts qui demeurent. Et malgré tous ces différents dispositifs, en fait, sur le terrain, il y a toujours des oppositions, des conflits. Donc, ce n'est pas juste des petites tensions de voisinage, c'est vraiment... comme je vais le détailler après, des tensions assez violentes publiques entre souvent des agriculteurs et des chasseurs, mais aussi entre chasseurs, agriculteurs d'un côté et puis gestionnaires ou propriétaires d'espaces protégés de l'autre. Ça, c'est un peu plus ce sur quoi j'ai travaillé pendant ma thèse. Et donc, je voulais vous donner cet exemple pour vous montrer un peu les proportions que ça peut prendre. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier un petit peu de l'organisation, des acteurs qu'il peut y avoir sur le littoral. Mais donc en 2015, un terrain qui s'appelle le domaine du Canaverrier a été acquis par le Conservatoire du littoral. Donc c'est un établissement public qui acquiert des espaces littoraux pour les mettre sous gestion et assurer leur protection. Il se trouve que ce domaine du Canaverrier était un ancien territoire de chasse, donc il y avait la volonté de continuer une activité cynégétique, donc relative à la chasse, pour dans le respect en fait des activités qui avaient lieu avant. C'était un espace sur lequel il y avait aussi volonté de mettre en place un projet agroécologique. Et puis le domaine du Canaverrier était par ailleurs entouré d'espaces agricoles et notamment de gazonnières. Et donc assez rapidement, il y a eu des dégâts au sein de ce domaine, à l'extérieur. Donc là, le Conservatoire du littoral s'est dit il faut qu'on expérimente entre autres des modalités de régulation. Donc ils ont fait appel à la louveterie justement pour des tirs de nuit, fait appel aussi à l'ancien garde-chasse pour monter une société de chasse et continuer à réguler les populations de sangliers. Mais ça a suscité pas mal de tensions, y compris au sein de l'équipe de gestion et de protection de cet espace, puisque en fait ce territoire-là était soumis à ce qu'on appelle un plan de gestion cynégétique qui oblige un certain nombre de battues par mois. Donc les battues, c'est ces grandes chasses aux sangliers notamment, dans lesquelles vous avez des personnes qui sont postées, qui ramènent le gibier, qui ramènent le gibier vers des postés pour tuer les animaux. Et en fait, certains gestionnaires disaient en fait, c'est pas compatible d'organiser ces battues et de pouvoir protéger notamment des oiseaux en période critique. Donc il faudrait que, en tant qu'espace protégé, on ait un aménagement de ce plan de gestion, ce qui n'est pas passé auprès des services de l'État, ce qui n'est pas passé auprès de la Fédération départementale des chasseurs, qui a intenté un procès au Conservatoire du littoral et aux gestionnaires, procès que le Conservatoire du littoral a perdu. Et donc c'est la première fois que un gestionnaire, un propriétaire d'espace protégé a dû payer 17 000 €, ce qui est quand même une somme considérable, pour participer au paiement des indemnisations de dégâts. Et donc la situation qu'on a en ce moment en Camargue sur ces questions-là, c'est qu'on a d'un côté des acteurs du monde de la chasse qui demandent à ce que le système d'indemnisation évolue. Depuis la fin des années 60, c'est les chasseurs qui payent les indemnisations de dégâts aux agriculteurs. Et donc aujourd'hui, leur argument, c'est de dire en fait, on a une pression financière qui est telle que ça ne peut plus être porté uniquement par nous. Donc c'est à l'ensemble
de la société et en particulier aussi aux propriétaires gestionnaires d'espaces privés ou d'espaces protégés de participer à ces indemnisations. Et puis, il faudrait qu'on chasse qu'on fasse évoluer les manières de chasser et puis qu'on chasse éventuellement ailleurs, peut-être plus longtemps aussi, enfin sur des périodes plus longues. Et dans ailleurs, il y a aussi justement ces espaces protégés. Sauf qu'en fait, en creusant un petit peu la question, ce qui est apparu assez clair quand je travaillais sur ces questions-là, c'est qu'en fait, derrière cette volonté d'aller chasser dans les espaces protégés, il n'y a pas que les dégâts de sangliers strictement parlés qui rentrent en compte, mais il y a aussi le fait que c'est une manière de revendiquer certaines pratiques cynégétiques, certaines pratiques de chasse plutôt que d'autres. C'est aussi une manière d'essayer de trouver de nouveaux terrains pour entretenir l'intérêt des chasseurs en sachant qu'on est sur une population qui est de moins en moins importante. Donc il faut pouvoir continuer à leur offrir de nouveaux espaces pour qu'il y ait aussi des cotisations, que l'activité se maintienne aussi d'un point de vue strictement financier. Et puis en fait, ça s'inscrit dans des tensions de très longue date avec les acteurs de la protection de la nature en Camargue. Et en fait, c'était aussi une manière de dénoncer les propriétaires des espaces protégés ou les gestionnaires en disant voyez, vous entretenez pas comme il faut vos espaces, ça devient sale, il y a des sangliers qui prolifèrent, etc. Et ça s'oppose du coup au discours des propriétaires ou de gestionnaires d'espaces protégés. Je caricature parce que le temps est court, c'est quand même plus nuancé, mais qui était de dire c'est une activité, la chasse, qui n'est pas compatible avec nos missions. Ça peut provoquer d'autres conflits d'usage. Notamment, une conservatrice m'expliquait que pour organiser la battue sur ce domaine-là, il fallait demander à l'éleveur qui avait des taureaux de les déplacer alors qu'il loue les terres. De les déplacer au moment d'organiser la battue, qu'il fallait mettre en pause la chasse au gibier d'eau qui pouvait aussi avoir lieu. Donc que ça donnait le risque en tout cas de créer des conflits avec d'autres acteurs ou aussi les randonneurs qui pouvaient passer, ne pas comprendre que le chemin de randonnée qu'ils prennent habituellement est fermé. Et puis l'argument qui revient souvent est de dire mais en fait c'est pas la responsabilité des espaces protégés de chasser, on nous accuse d'être des espaces refuges, mais c'est précisément ce pourquoi on existe, c'est d'être des refuges pour la faune sauvage, y compris les espèces gibier. Et donc là où je voulais en venir, c'est qu'on a un exemple ici en l'occurrence des conflits qui ne se portent pas uniquement sur les dégâts de sangliers, ce que ça représente financièrement, mais qui tournent aussi autour des fonctions des espaces protégés, de qui est légitime à intervenir dans ces espaces-là. Et en fait, c'est ce qu'ont beaucoup montré les travaux, j'y reviendrai après, les travaux en sciences humaines et sociales, c'est que il y avait en fait beaucoup d'enjeux connexes quand on travaille sur les conflits suscités par la présence d'une espèce. Et je voulais pour ça prendre un autre exemple aussi pour un peu vous montrer en fait toute la complexité de ce qui peut se jouer, qui est celui de la réintroduction du castor en Écosse. Donc, c'est une espèce qui a disparu d'Écosse au XVIe siècle. Donc, ça, c'est des travaux qui datent un peu, donc il y a peut-être sans doute d'autres choses qui se sont passées depuis. J'ai suivi un petit peu moins assidûment ces derniers temps. Mais donc, au XVIe siècle, le castor disparaît, et c'est seulement dans les années 90 qu'il y a à nouveau des discussions pour réintroduire le castor, avec un projet qui est mis en place entre 2009 et 2014. Est-ce qu'on voit ma souris ? Juste, voilà. Ici, dans un espace qui est très peu peuplé, qui est vraiment, c'est de la zone humide à 300%. Et puis ensuite, plusieurs étapes où on a progressivement, suite à cette première expérimentation il y a eu des débats sur ses succès, mais globalement, ça a été considéré comme un succès. Et en 2016, on a reconnu que c'était une espèce qui, bien qu'elle ait disparu, était bien une espèce indigène, et puis elle a été protégée en 2019. Sauf qu'en parallèle de cette réintroduction qui était très cadrée scientifiquement, réglementairement, il y a eu en 2001 une réintroduction accidentelle ou illégale dans cette zone-ci, qui est pour le coup de la plaine agricole assez intensive, où la population a explosé, alors que côté là où il y a eu la réintroduction légale, elle a longtemps patiné. Et puis en 2017, il y a eu une autre petite réintroduction accidentelle ou illégale ici. Et donc la question, c'était on a ces différents cas de figure. Est-ce que du coup le castor pose problème ? Est-ce que ça devient un enjeu et éventuellement l'objet de conflit ? Et en fait, en commençant à travailler sur cette question, progressivement ça revient, on se rend compte que on peut déplier, ouvrir plein de tiroirs, et que quand il y a effectivement ces
C'était conflictuel, en particulier sur la zone centre que je vous ai montré tout à l'heure, mais pour plein de raisons, c'est-à-dire que c'était conflictuel par rapport aux impacts que les castors ont sur l'environnement. Ils creusent, le fait qu'ils mettent leur barrage, qu'il y ait de l'inondation de plaines agricoles, évidemment, ça a des impacts économiques et sur la production qui fait que voilà, c'était perçu négativement par les agriculteurs, mais ça a aussi des impacts indirects en termes de comment ça fait évoluer le paysage. Et donc pour des agriculteurs qui, ça aussi c'est assez bien documenté dans la littérature, qui ont grandi avec une certaine image du paysage aussi, de le voir bouleversé, ça change leur rapport au territoire, etc. Et puis ensuite, selon les personnes, c'est pas forcément une espèce qui est très appréciée, donc ça joue aussi dans la manière dont les enjeux sont perçus. Et donc, en fait, voilà, sur cette question de la réintroduction du castor, on a déjà un premier tiroir du côté de l'espèce où on voit qu'il y a des enjeux économiques, mais il y a aussi des enjeux de rapport au territoire, de rapport à la nature. La perception de cette réintroduction et éventuellement le fait que ce soit vécu comme un conflit, elle était aussi liée au fonctionnement même des réintroductions et à des précédents qu'il pouvait y avoir, notamment le fait que par définition, ces réintroductions accidentelles ou illégales, c'était fait sans concertation, donc ce qui était très mal vécu par les acteurs locaux, qui n'avaient pas d'accompagnement. Il n'y avait pas eu d'accompagnement en amont, mais il n'y en avait pas beaucoup plus en aval. Et puis, voilà, il y avait des précédents, notamment autour de la réintroduction du pigard à queue blanche, qui avaient été assez conflictuels aussi. Et donc, en fait, un certain nombre d'acteurs partaient déjà du principe que ça allait mal se passer, parce que c'était des gens avec qui ils n'avaient pas réussi à travailler auparavant. Et donc, en fait, on voit bien que quand on mène ce genre de projet, il y a aussi tout le passif qu'il y a derrière qui est à prendre en compte, et que voilà, il y a des enjeux à nouveau aussi démocratiques qui interviennent. Et en plus, en Écosse, il y a aussi tout un cadre foncier et tout un historique dans le rapport à la terre et l'accès à la terre qui faisait que c'était particulièrement tendu, notamment parce qu'au XVIIIe, XIXe, il y a eu des expropriations pour des terres par des grands aristocrates et qu'en fait, les projets de réintroduction qui étaient en discussion à l'époque étaient aussi un peu de ce type-là, c'est-à-dire des personnes très fortunées qui voulaient organiser ce type de projet. Et donc, en fait, ça réactivait plein de tensions passées qui fait que les événements présents étaient assez mal perçus. Donc là où je voulais en venir, après ces quelques exemples, c'est qu'on a du coup évolué dans la manière dont on traite, que ce soit en tant qu'académique ou en tant que gestionnaire, en théorie, ces conflits-là, où on est passé d'une approche vraiment techniciste. On avait un problème des dégâts, par exemple, causés par une espèce, et on allait aller traiter vraiment ça par des mesures de réduction des dégâts, à une approche plus holistique, où on va prendre en compte tous les enjeux, y compris sociaux, culturels, politiques, qui entourent ces questions-là. On est aussi, du coup, on a un peu changé le regard, où avant on parlait beaucoup de conflits entre humains et faune sauvage, puis on s'est rendu compte progressivement que c'était quand même surtout des conflits entre humains à propos de la faune sauvage, même s'il ne faut surtout pas négliger les impacts que la faune sauvage peut avoir sur certaines activités. Et puis, alors ça, je le précise parce que c'est un terme qui revient aussi beaucoup dans les médias, donc je pense que je me disais que c'était peut-être intéressant d'avoir un point là-dessus, mais on a fait évoluer le vocabulaire aussi, où avant, et on le fait toujours dans une certaine mesure, on parlait beaucoup de conflits. Aujourd'hui, dans la littérature, on nous assiste beaucoup à parler de coexistence. Moi, comme le disait Maëlys, je suis dans un projet qui s'appelle Coexiste. Et en fait, ce n'est pas toujours évident sur le terrain parce que coexistence est assez connoté, ou en tout cas, c'est perçu comme tel par les acteurs qui ont l'impression que c'est assez normatif et que quand on parle de je travaille sur la coexistence avec la faune sauvage, on arrive avec l'idée qu'on veut défendre une absence totale de conflit avec une espèce et une situation complètement apaisée. Or, ce que tous les travaux montrent, c'est que c'est sans doute assez impossible d'arriver à cette situation-là. Et du coup, on a plutôt une approche assez large où la coexistence, en fait, c'est un continuum avec des situations conflictuelles comme des situations moins conflictuelles. Mais voilà, c'est un peu un regard critique sur la manière dont ça a évolué dans la littérature. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est quand on travaille sur ces aspects-là, du coup, on regarde plusieurs composantes. La composante vraiment, on va dire, écologique, c'est-à-dire est-ce que les espèces peuvent aussi continuer de vivre dans l'environnement qu'on leur laisse à disposition. Une composante un peu plus sociale qui est est-ce que les humains, pour différentes raisons, acceptent de vivre avec cette espèce, ont les moyens techniques de répondre aux contraintes qu'elle peut poser.
Et puis, il y a un enjeu plutôt de gouvernance mais social aussi, qui est est-ce que les humains peuvent aussi vivre les uns avec les autres, malgré les conflits qui peuvent émerger autour d'une espèce. Et voilà, dans un peu tout encore une fois, l'objectif des diapos d'avant, c'était un peu de vous montrer comment on peut tirer plein de boîtes de ces questions-là et à quel point c'est complexe en fait aussi et pourquoi parfois ça semble difficile à résoudre. Et dans toutes les boîtes qu'on peut tirer, il y a aussi le rôle des connaissances. Là, on est dans un espace où, à très juste titre, on insiste sur aussi l'importance des connaissances pour vivre avec la biodiversité, avec le vivant, etc. Et en même temps, parfois, c'est un peu à double tranchant parce que en fait, les connaissances ont aussi un rôle dans l'entretien ou le déplacement des conflits ou des controverses. Et c'est notamment ce qui a été bien montré sur le cas des conflits ou de la cohabitation avec les loups, où il y a eu plusieurs épisodes où en fait, la production de connaissances a été l'objet de conflits, de controverses, notamment sur les effectifs. Ça, c'est à peu près toujours d'actualité si vous suivez la presse tous les ans quand les chiffres de l'OFB ressortent qui donnent les estimations du nombre de loups. Il y a eu d'autres épisodes aussi, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Jean-Marc Morisseau, par exemple, qui avait publié un livre il y a quelques années en retraçant dans l'histoire les cas d'attaque de loups sur les humains. Et donc ça avait réactivé aussi beaucoup de débats sur la dangerosité des loups pour les humains. Et donc en fait, ce qu'a montré la sociologie dans le temps long, c'est que les connaissances scientifiques sont indispensables. Elles permettent d'avancer, mais il ne faut pas non plus croire qu'elles vont résoudre les problèmes. Parce qu'en fait, apporter de nouvelles connaissances, c'est aussi tendre une nouvelle perche pour « Ah oui, mais non, mais là, vous avez utilisé tel protocole ou vos résultats sont comme ci, sont comme ça. » Et donc, en fait, parfois, ça déplace, comme on dit, les controverses ou ça en génère de nouvelles, ce qui invite à poursuivre les efforts malgré tout. Ce n'est pas du tout pour nier l'importance de l'apport des connaissances scientifiques. Mais ça montre aussi peut-être là où il y a besoin d'un peu plus de connaissances, et sur les questions du loup en particulier, puisque c'est une gestion qui se fait plutôt à l'échelle nationale ou européenne. Ce qui ressort aussi beaucoup des enquêtes de terrain, c'est qu'il y a un sentiment de déconnexion des éleveurs ou des bergers, par exemple, par rapport à ce dont ils ont besoin, qui sont plutôt des connaissances locales, adaptées à leur territoire, et aussi le sentiment que leurs savoirs qui sont indéniables ne sont pas reconnus par des acteurs académiques ou gestionnaires. Et donc l'enjeu aujourd'hui, en tout cas c'est un des aspects sur lesquels modestement j'essaye de travailler, c'est de voir comment on peut produire, articuler des connaissances produites par différents acteurs. Donc ça va être des éleveurs, des bergers, des naturalistes professionnels, amateurs, des chasseurs, etc. Sur les interactions entre le loup, la faune domestique, la faune sauvage. Comment on arrive à les faire fonctionner ensemble ou pas, et quels sont éventuellement les blocages, en regardant concrètement comment on produit de la connaissance. Donc ça, c'est notamment ce que font les gens qui posent des pièges photos, qui essayent d'apporter des éléments de réponse à telle ou telle situation ou à tel phénomène écologique ou biologique, et comment ensuite les informations qui sont produites, est-ce qu'elles circulent ? Est-ce qu'elles restent entre les naturalistes, ou est-ce qu'elles sont passées aux éleveurs ou aux bergers ? Est-ce que le fait qu'on passe les informations, il y a des transformations qui créent peut-être de nouvelles disputes ? Et voilà, par ailleurs, le piège photo en particulier, qui est un peu plus ce sur quoi je travaille en ce moment, c'est quelque chose qui s'est beaucoup démocratisé. Je ne sais pas si vous-même en posez, ou vous connaissez peut-être des gens qui en posent, etc. Et donc on peut se dire, finalement, c'est un outil que de plus en plus de personnes utilisent. Donc sans doute que ça va faciliter les échanges, puisque tout le monde a ce même outil, qu'on utilise des images qui à peu près parlent à tout le monde. En tout cas, c'est parlant. Et du coup, c'est ça un peu l'objet de mes questionnements en ce moment, c'est de voir est-ce que du coup ça fait communauté, le fait qu'on ait un même outil qui soit utilisé par plusieurs personnes, et est-ce que ça facilite effectivement le partage de connaissances ou pas. Mais je ne vous divulguerai pas de résultats tout de suite parce que c'est vraiment en cours. Voilà, je sais plus, j'ai pas du tout suivi où j'en étais niveau timing. Mais c'était vraiment un portrait très très large. J'espère que je vous ai pas trop perdu à empiler les exemples, mais ce sur quoi je voulais insister, c'était sur l'importance du temps long, à la fois pour étudier ces phénomènes-là et aussi pour les accompagner, ce qui est évidemment compliqué, que ce soit côté
recherche ou côté gestion, où on est beaucoup aussi sur du court terme, des projets, etc., pour accompagner ces situations de conflit, accompagner les acteurs et les actrices, qui sont aussi des gens qui ont besoin d'être en confiance avec leurs interlocuteurs. Et donc, quand le chargé de mission change tous les 2 ans, ça devient compliqué. L'importance des connaissances locales aussi est partagée. On a quand même intérêt à faire de plus en plus de ponts et de dialogues avec les connaissances de terrain des différents acteurs et des actrices. Et puis ça, c'est plus un élément de discussion, mais ce que je n'ai pas du tout eu le temps de l'évoquer avant, mais ce que je vous ai présenté sur la manière dont on travaillait sur la coexistence, en fait, on réfléchit toujours à l'échelle des populations, des communautés, si je me place du côté de la faune sauvage en particulier. On intègre assez peu l'échelle individuelle. Voilà, cet animal-là en particulier, lui, comment il fait pour coexister avec les humains, les humaines. Et c'est pourtant, je pense, quelque chose qui est quand même assez important à prendre en compte. Enfin, en tout cas, c'est une idée que je voudrais défendre moi. Et y compris dans les pratiques de conservation, où on a beaucoup de projets aussi sur la coexistence avec la faune sauvage, qui s'appuient sur des méthodes de suivi qui ne traitent pas forcément aussi, ou passent un petit peu... mettre un peu de côté parfois ces dimensions éthiques. Voilà, qu'est-ce que ça fait d'équiper tel animal d'un collier GPS certes, voilà, à long terme, on vise une meilleure connaissance, donc une meilleure coexistence, mais voilà, on ne prend pas forcément assez le temps, sans doute, de questionner aussi ce que ça fait à cet individu-là. Voilà. Je crois que c'était ma dernière diapo. Et du coup, si vous avez besoin de clarification, de questions sur ce que j'ai présenté plus tôt, n'hésitez pas. Et en tout cas, merci beaucoup pour votre attention.